Bonsoir Eric. Est-il possible de sortir du cycle des incarnations? Voilà. Si vous avez cette vision idéologique, vraisemblablement. Mais si vous n'avez pas de vision idéologique, il n'y a rien de tel à sentir. L'incarnation est une conception traditionnelle indienne. Si vous participez de cette conceptualisation du monde, peut-être vous aurez cette sensibilité à ces choses. Mais ici, ce qui nous rassemble, c'est d'aborder la vie sans savoir. Et donc, on n'a pas de lien avec ce genre de représentations qui sont traditionnelles. Mais notre réunion ne se situe pas dans un contexte traditionnel, dans un contexte d'écoute de ce qui s'impose sur l'instant. Bonsoir, Eric, vous m'entendez? Oui. Il y a quelques années, je vous ai entendu parler vous avez employé ce concept de sincérité pédagogique. En fait, c'était une dame qui avait posé la question sur le fait d'être sincère avec les personnes qu'on rencontre dans la vie. Et vous aviez répondu comme quoi c'était important de respecter les limites de chacun. Et j'ai vraiment senti en moi une résonance pour cette réponse. Et l'exemple que vous avez employé, c'était un ami qui me demande si j'aime bien sa coupe de cheveux ou non. Et voilà, peut-être la première fois, on va dire oui, j'adore. Et peut-être avec le temps, si l'autre personne a l'air d'être vraiment ouverte à notre réponse, bah, on peut peut-être dire la vérité. Et j'ai constaté que, donc, on va dire que dans ce contexte, il y a des enjeux, évidemment, esthétiques et les questions du goût, mais c'est surtout dans la sphère des relations intimes où je vois que quand on partage, par exemple, si on vit avec quelqu'un ou bien on connaît quelqu'un depuis longtemps, on a quand même partagé du vécu avec. Oui. Et je pense que, donc, j'ai constaté que, en fait, j'avais presque peur d'employer ce concept de sincérité pédagogique dans ma propre vie. Et peut-être, finalement, je finis par être, je ne veux pas dire faux avec les autres, mais je garde la vérité pour moi, comme si, parce que je reconnais que voilà, je vais dire quelque chose qui va blesser. Donc, en fait, en fait, quelle est la place de la sincérité dans les relations intimes? C'est ça la question que j'aurais. Eh bien, sacrée question. La relation intime est basée sur le et intérieur. C'est-à-dire que vous devez être honnête avec vous-même et vos capacités. Et vous devez respecter les capacités de l'autre. Donc, si vous vivez avec une femme qui a une image, par exemple, corporelle difficile, qui ne se trouve pas très belle, chaque fois que vous voyez une femme que vous trouvez plus belle qu'elle, vous n'allez pas lui dire, parce qu'il faut dire la vérité, cette femme est beaucoup plus belle que toi. Ça me paraîtrait un manque de respect. Si vous vivez avec une femme qui n'est pas très intelligente, vous n'allez pas dire, mais regarde, telle autre personne est beaucoup plus intelligente que toi, pour dire la vérité. Moi, je ne comprends pas de dire la vérité. D'abord, je ne connais pas la vérité. Tout notre regard sur le monde, c'est une opinion. Je ne sais pas qui est intelligent et qui est bête. C'est des références tout à fait personnelles. Quelqu'un qui est plus intelligent que moi
me trouve belle, et qui est plus belle que moi me trouve intelligent. Donc, je ne suis ni intelligent ni belle, je suis comme je suis. Quand je regarde quelqu'un d'autre, et si je trouve intelligent, ben c'est que je suis plus bête que lui. Si je le trouve bête, c'est que je suis plus intelligent que lui. Donc, ma référence me paraît tout à fait inintéressante. J'en ai pas d'autre. Donc, pour moi, le respect, c'est pas de simplement... si vous avez une femme qui s'habille mal selon vos propres critères, qui sont peut-être différents pour quelqu'un d'autre, vous n'allez pas lui dire, écoute, tu es vraiment mal habillé. Je pense que c'est un manque de respect. Donc voilà, donc je vois la sincérité. Moi, je ne sais pas ce qui est juste. Donc, si vous avez une révélation divine, ce qui est tout à fait respectable, et si vous savez ce qui est juste et ce qui est vrai, ce savoir, cette conviction intime, vous amène généralement la capacité de le transposer pour votre environnement. Et si vous n'avez pas cette révélation divine, si vous ne savez pas ce qui est juste, à ce moment-là, vous êtes, ce qui vous reste, c'est simplement votre capacité d'écoute de l'autre, et en fonction de sa capacité, vous allez vous adapter dans votre fonctionnement, dans votre manière d'être. Ce n'est pas du tout un manque de sincérité, c'est une forme de respect. Quand vous avez des parents qui écoutent la musique qui vous semble tout à fait désuète et stérile, vous n'allez pas leur dire « mais c'est vraiment stupide ce que tu écoutes ». Non, pourquoi? Parce que leur génération, parce que leurs goûts ne sont pas les vôtres. Donc, moi, je ne vois pas de critique possible d'un environnement. Par contre, ensuite, si vous avez une relation, je dirais, très conceptuelle avec la femme ou l'homme avec qui vous vivez, peu importe, si cette personne vous dit, voilà, je veux que tu me dises absolument la vérité sur ceci ou sur cela, je dirais, si vous avez cette même résonance, de dire, écoute, je vais te dire ce que je pense vraiment. Mais il faut que l'autre le demande, et généralement, l'autre ne le demande pas vraiment. L'autre demande, quand quelqu'un vous dit, dis-moi si cette robe me va bien, si vous lui dites que vraiment, c'est vraiment horrible cette robe, finalement, la personne n'apprécie pas votre commentaire qu'elle a demandé. Et si elle demande vraiment, si la personne dit, dis-moi vraiment si cette robe me va ou non, je vais vraiment savoir. Dans ce cas-là, encore une fois, en respectant la capacité d'écoute de la personne, vous n'avez plus de liberté dans votre expression. Donc, pour moi, la base, c'est l'écoute de l'autre, c'est le respect de l'autre. Ensuite, je pense que cette idée que la vraie intimité est avec soi-même. On ne peut pas être intime totalement avec quelqu'un parce que c'est un imaginaire. Vous n'êtes déjà pas vraiment intime avec vous-même, comment on peut être intime avec l'autre? Vous ne comprenez pas déjà totalement vous-même comment on peut être l'autre. Nous sommes je veux dire, c'est normal quand on a 12 ans et qu'on joue au jeu de la vérité, on essaie de dire la vérité. Voilà. Mais quand on a plus de 12 ans, il y a deux éléments qui vont intervenir, qui sont une forme de... Et dans ce cas-là, il y a une fonctionnalité naturelle qui peut faire. Maintenant, les relations humaines, ces choses-là ne m'ont jamais particulièrement concerné. Donc, pour une réponse, il faut la poser à quelqu'un qui vit par les relations. Moi, ma vie n'a jamais été trop liée aux relations humaines. Et voilà. Donc, je ne suis pas spécialiste ni une autorité sur le sujet. Moi, ce qui nous réunit ce soir, encore une fois, c'est ce pressentiment finalement d'un silence, ce pressentiment d'une tranquillité qui coiffe nos difficultés, je dirais, fonctionnelles. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Je ne suis pas un bon conseiller matrimonial, ni un sexologue, ni un thérapeute. Ces domaines me sont relativement étrangers, donc je pense que je ne suis pas la bonne personne pour poser une question comme ça. Par contre, le respect de l'autre me paraît la base fondamentale de la vie fonctionnelle. Et le respect ne veut pas dire forcément d'exprimer des choses qui pourraient être inappropriées pour l'écoute de l'autre.
Et là, il n'y a pas de règle. Donc, tout ce qui est humain, je dis, la seule règle, c'est d'écouter votre propre résonance. Si vous avez une résonance de partager tout ce que vous pouvez partager avec votre compagne, je dirais que c'est tout à fait respectable. C'est une manière d'exprimer les choses. L'Occident exprime beaucoup les choses, il y a d'autres pays où on exprime moins les choses. Dans la civilisation, les choses sont beaucoup moins exprimées aussi. Moi, je n'ai pas d'opinion quelle est la culture la plus juste à ce niveau-là. Donc, vous devez suivre ce qui est fonctionnel pour vous. Mais cette fonctionnalité est soumise à la capacité de l'autre, est soumise au respect de l'autre, est soumise aux valeurs de l'autre. Si vous avez une compagne qui a des opinions d'extrême gauche ou d'extrême droite, et si vous avez d'autres opinions, vous êtes obligé constamment de heurter la personne par vos réflexions, etc. Les gens ne changent pas généralement d'idée, etc. Et donc, vous devez vous adapter fonctionnellement à votre environnement. Vous devez comprendre que votre compagne a des opinions opposées aux vôtres sur certains sujets. Ça ne va pas être un conflit. Moi, mes opinions n'intéressent personne. Je dirais, je les garde pour moi. Elles ne m'intéressent même pas moi-même. Pourquoi est-ce que je devrais affliger mon environnement de mes opinions? Voilà. Donc, c'est aussi une forme de respect. Mais si la circonstance y prête, vous pouvez partager une certaine exploration de certains éléments. Et il n'y a pas de règle. La vie est d'être sans règle. Il n'y a pas d'une manière d'être. Avec une femme, vous allez être comme ça. Si un jour vous changez de femme, vous vous divorcez. Si vous vivez avec un homme, peut-être que le comportement va changer aussi. Parce que la personne sera différente, aura d'autres sensibilités. Moi, la base, c'est d'être à l'écoute vraiment de la sensibilité de l'autre. Ce qui demande pour ça d'être totalement, en tout cas, d'être grandement libre de ses propres sensibilités. Ce que je pense, ce que je sais, n'a aucun intérêt pour moi. Je ne vais pas affliger l'autre en surimposant et en l'obligeant à penser comme moi, à voir les choses comme moi, etc. Merci beaucoup. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour ce temps d'échange. Je voudrais aborder l'unicité du corps et de l'esprit. Quand mon corps souffre, c'est que mon esprit souffre, puisque les deux sont un. Comment est-ce que je chemine dans cette expérience de vie quand la douleur devient difficilement supportable et que je voudrais retrouver un petit peu de douceur physique? Pour être concret, j'éprouve dans certaines circonstances qu'il me semble avoir globalement identifiées des contractions très fortes dans les cervicales, jusqu'à éprouver des migraines très douloureuses qui sont même incapacitantes. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il y a à fuir ces situations-là qui sont déclencheurs de ces douleurs physiques, ou est-ce qu'il y a juste à continuer à observer mon manque de souplesse d'esprit qui se manifeste dans le corps physique, sachant que ça fait 40 ans que ça dure? Et est-ce qu'en continuant du coup à faire cette observation-là, au bout d'un moment, la détente se fera naturellement? Merci. Dire que si vous avez un problème physiologique, il faut voir un médecin. C'est la première chose. Si on a un problème psychologique, il faut un thérapeute. Ça me paraît la même chose. Vous avez raison, sur un plan peut-être idéologique, on peut dire que le corps et le psychisme, c'est la même chose, mais vous prenez que vous pouvez avoir une douleur au cervical et être très tranquille psychologiquement, vous n'allez pas souffrir psychologiquement. Moi, j'ai vu Jean Klein quand il avait un cancer très avancé.
peut décrire les très grandes douleurs qu'il avait dans telle région du corps et être vraiment dans cette tranquillité profonde. Donc la douleur corporelle n'implique pas une douleur mentale. Si vous mettez le pied sur un clou, il va y avoir une très grande douleur, effectivement, au niveau de la sensibilité du pied, mais la tranquillité intérieure n'est pas, vous n'êtes pas votre pied. Donc, ne cherchez pas une l'égalité. Le corps a ses vicissitudes, et quand on parle de l'égalité du corps et du psychisme, c'est uniquement que le corps, c'est une représentation, et le psychisme aussi. Et ces deux représentations visent à décrire quelque chose qui n'est pas représentable conceptuellement. Donc, pour simplifier cette non-représentativité des choses, on a créé ces notions de corps et de psychisme, et ça ne veut bien sûr pas dire grand-chose. Mais il faut être très, très concret. Donc, surtout, ne rentrez pas dans cette attitude d'observation non impliquée, cette fausse approche védantique, qui est complètement, pour moi, purement intellectuelle, de se dire, voilà, je sens la tension du corps, je ne suis pas tendu, c'est vraiment un imaginaire. Non, devenez de plus en plus intime avec cette sensibilité corporelle, et normalement, dans cette écoute, il va y avoir une forme d'intuition qui va se faire, et vous allez sentir si vous devez voir un thérapeute, si vous devez mettre en question votre alimentation, si vous devez voir tel ou tel domaine médicaux. Et les problèmes du corps, si vous avez mal à une dent, vous allez voir un dentiste, vous n'allez pas dire, mais je dois observer la douleur de ma dent. Vous savez aussi la douleur de votre dent, vous n'avez pas le choix. Et vous allez quand même voir un dentiste. Donc, quand vous avez un cancer, vous n'allez pas dire, mais je vais observer mon cancer. Sauf si ça vous vient, je dirais, pourquoi pas. Il y a un tas de variété dans la capacité humaine. Mais moi, je ne vois pas le problème de rencontrer thérapeutiquement, si votre voiture crève, vous allez avoir un garagiste, vous ne dites pas, mais je vais contempler mon pneu crevé. Vous contemplez le pneu crevé, cette contemplation vous amène d'aller voir un garagiste si vous n'avez pas la capacité vous-même de réparer. Le corps, c'est une voiture. Quand elle a un problème, si je n'ai pas la capacité moi-même de réparer, je amène cette voiture chez des gens qui ont plus de compétences que moi, fonctionnelles. Ce n'est pas un manque de maturité psychologique, pour moi, c'est une écoute profonde. Vous devez écouter votre corps, et des fois, cette écoute vous amène d'aller voir chez des gens qui ont une compétence que vous n'avez pas. Un chirurgien, c'est-à-dire, non, pour moi, l'écoute, c'est un espace dans lequel l'action va intervenir non plus comme réaction, mais comme évidence. Si quelqu'un dans la rue essaie de vous violer, vous n'allez pas dire « je vais contempler ». Pas d'ailleurs, ça peut être le cas. Mais vous pouvez aussi réagir fonctionnellement, si vous savez vous battre, etc. etc. Dans l'écoute, ce n'est pas le contraire de l'action. L'écoute, c'est l'espace dans lequel l'action fonctionnelle va être. L'action fonctionnelle peut être de sommer quelqu'un qui veut vous violer. L'action fonctionnelle peut être d'aller voir un médecin ou d'aller voir un thérapeute. Tout ça n'a rien à voir avec votre maturation spirituelle. Tout ça, au contraire, c'est voir un bon thérapeute fait partie d'une écoute juste de la vie. Donc, il n'y ait pas peur d'une intervention, je dirais, directe. L'écoute n'est pas... Jean-Klein était très clair qu'il y avait deux formes de nœuds dans le corps. Et il disait les nœuds superficiels peuvent être résolus par l'écoute. C'est-à-dire quand vous avez une tension, jusqu'à un certain point, et vous êtes totalement à l'écoute intime de cette tension, vous allez en décoder les vibrations, en décoder les pulsations, en décoder les expansions, et à un moment donné, cette tension, par cette simple écoute, doit quoi se libérer. Jean-Pierre a toujours dit qu'il y avait des tensions qui étaient trop profondes pour être libérées par l'écoute, même si théoriquement, bien sûr, ça suffit, mais la théorie et la pratique ne sont pas les mêmes choses, et que pratiquement, il fallait une intervention ou soi-même, que ce soit dans le domaine du yoga, on peut avoir une tension dans une région du corps et on va laisser cette tension complètement s'exprimer tactilement, et ça va suffire à ce que cette tension devienne une expansion et se résorbe. Et des fois, si la tension est trop forte, cette tension va nous suggérer d'intervenir
que ce soit pour des visualisations, que ce soit pour des représentations, que ce soit pour des mouvements du corps subtil, que ce soit pour des mouvements effectifs corporellement, pour mieux sentir, pour mieux cerner, pour mieux être disponible à cette contraction. Et par tout ce travail, interne et externe, alors cette contraction va pouvoir enfin se libérer. Donc l'action n'est pas le contraire de l'écoute, c'est une expression de l'écoute, des fois. Et aller voir un thérapeute, Jean Klein était malade en fin de vie, il n'a pas dit je reste témoin de ma maladie. Il était aussi, mais ça n'a pas empêché d'avoir une action médicale. Donc, pas mélanger la spiritualité védantisante de l'observation, qui pointe vers quelque chose, qui pointe vers une espèce de désamorçage de l'affectivité chez beaucoup de gens. Donc, on dit à quelqu'un, mais voilà, quand tu es en colère, sans la colère, quand tu es jaloux, sans la jalousie, quand tu es... Je dirais, ça peut amener une forme de prise de conscience, mais sur des éléments vraiment fonctionnels, dont vous parlez, l'écoute doit amener normalement une intuition d'aller voir tel ou tel élément thérapeutique qui vont pouvoir avoir un effet fonctionnel. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc c'est une question qui concerne plutôt mon rapport au monde, enfin l'aspect professionnel. Donc en fait, depuis toujours, je suis bouleversée, quoi. Je vois, c'est comme si je voyais les êtres et les choses à la loupe. Ça me transperce, ça me fait à la fois souffrir et à la fois j'en ai fait de belles choses aussi. Parce que du coup, je retranscris ça depuis que je suis née, par les sens, la création, le dessin, la danse, l'écriture, l'image et le son. Mais depuis le début que je cherche du sens, j'ai jamais trouvé ma place socialement, en fait. Alors, récemment, j'ai fait une formation pour devenir journaliste. C'était un peu aussi pour sortir de la précarité de l'intermittence du spectacle, en me servant de mes savoir-faire donc et de mon regard sur le monde. Mais cette formation, en fait, elle m'a complètement laminée, elle m'a rendue hypersensible et maintenant que je suis diplômée dans le journalisme, j'ai l'impression que tout est un leurre et je me sens extrêmement polluée par, l'actualité, le monde, même dans le journalisme indépendant, quoi. Et la seule chose qui serait bonne pour moi, finalement, ce serait maintenant de m'éloigner, de toute cette agitation. Mais le problème, c'est que j'ai des compétences que je voudrais bien mettre à profit, pour, me stabiliser enfin à 50 ans. Et je ne sais pas quoi faire de ce rapport au monde que j'ai. En fait, les quelques fois où j'ai consulté des personnes «de bons conseils» entre guillemets, on m'a dit que je devrais me servir de mon magnétisme et cetera, de mon empathie, pour aider les autres. Mais j'ai jamais eu cet élan. Je pense qu'il y a des professionnels pour ça. Et puis quand je lis des descriptifs de séminaires ou de stages, d'ateliers de développement personnel, on parle que d'entraide et d'amour, mais ça résonne pas du tout en moi, même si je suis très concernée par l'état du monde. Donc je sais pas comment rester fidèle à ce qu'on est et réussir quand même dans la matière, sans se couper de la société finalement et en étant heureux et spirituel aussi, même quand on est trop conscient. Voilà. Vous savez, regardez mieux. Quand vous regardez quelque chose et vous voyez un problème, c'est que vous voyez mal. Quand vous regardez quelqu'un, quand vous regardez la naissance d'un enfant, je veux dire, ça n'a pas l'air très amusant. Vous pourriez dire, oh là là, mais ça part mal, c'est terrible. L'enfant est écrasé, ensuite on coupe son cordon ombilical, ensuite on le met dans le froid, on le touche, qui n'a jamais été touché, ça part en liquide. Et affectueux, ça paraît dramatique, mais oui, la vie de cette personne ne va pas forcément être dramatique. Quand vous voyez la mort de souvent, c'est pas facile. Mais la vie de cette personne n'a pas forcément été que difficile. Donc, quand vous voyez un morceau, bien sûr, ça peut sembler très difficile. Mais quand vous voyez l'ensemble d'une vie, ce qui peut faire paraître difficile, c'est toujours une forme d'imaginaire. L'imaginaire, c'est de savoir
ce qui est juste et ce qui n'est pas. Alors, encore une fois, si, ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous avez une révélation divine de savoir ce qui est juste ou non, je peux comprendre si vous pensez que le monde est injuste, que vous ayez une forme de révolte. Dans ce cas-là, quand on a une révolte du monde, on rentre dans le monde politique, on devient anarchiste, on devient fasciste, on devient communiste, on essaie de trouver une solution pour changer ce monde-là. Si par contre, vous n'avez pas de révélation divine, moi par exemple, j'en ai pas eu, donc je ne sais pas ce qui est juste ou injuste. Je ne sais pas quelle est la frontière juste de la Palestine d'Israël, je ne sais pas quelle est la frontière juste de l'Ukraine et de la Russie, je ne sais pas ce qui est la frontière juste du Cachemire, c'est du Pakistanais, Indien ou Chinois. Je ne sais pas quelle est la solution pour les Tibet, je ne sais pas quelle est la solution pour la République centrafricaine, je ne sais pas ce qu'on doit faire pour le Congo, je ne sais pas non plus pour ce qui est juste au Sahel, je ne sais pas non plus pour le Yémen, je ne sais rien. Donc, j'arrête de perdre mon énergie pour des choses dont je n'ai pas la capacité. Si vous avez une capacité militaire, engagez-vous. Si vous avez une capacité financière, donnez votre argent pour une cause qui vous touche. Si vous avez une capacité intellectuelle, écrivez des choses. Mais si vous n'avez pas ces capacités, vous faites du souci pour le monde. Pour moi, c'est un manque de respect. Si demain, il y a un tremblement de terre au Mexique qui a 10 000 morts, moi, je ne vais pas souffrir. Pourquoi? Parce que les gens sur place vont assez avoir de souffrance comme ça. Eux, leur souffrance, pour moi, est légitime. Moi, ma souffrance n'aide personne. Au contraire, si je me mets à souffrir parce que ces gens-là souffrent, si mon voisin a besoin d'aide, si ma fille, si mon chien, si ma femme, si mes parents ont besoin d'aide, je ne serai plus disponible parce que je vais dire, mais je ne peux pas t'aider, je souffre trop. Souffrir, c'est un manque de respect pour moi, sauf si on est dans une situation spécifique. Si vous êtes sous les bombes en Ukraine, vous souffriez de ça, vous viviez la peur, je comprends tout à fait, c'est tout à fait respectable, c'est une évidence. Mais je ne souffre pas pour ça, parce que ma souffrance ne servirait à rien pour ces gens-là. Donc, à un moment donné, on perd la capacité de souffrir quand cette souffrance est utile à personne. Et un chirurgien opère, il ne souffre pas pour son patient. Peut-être le patient va vivre, peut-être qu'il va mourir, il fait ce qu'il peut. Un chirurgien qui souffre tremble, un chirurgien qui tremble, ce n'est pas un bon chirurgien. Un chirurgien doit être froid, il est prêt à sauver le patient, il est prêt à le tuer. C'est un bon chirurgien. Et quand il rentre chez lui, il n'emmène pas le cadavre à la maison, parce qu'il a une femme, il a une maîtresse, il a des enfants, il doit s'occuper, ou un mari, si c'est une femme, et il ne peut pas dire, bon, je vais tuer quelqu'un, je suis trop triste pour m'occuper de toi. Non, il doit être disponible. La disponibilité. Donc, la première chose, c'est d'arrêter de souffrir pour les autres. Ensuite, vous vous rendez compte, effectivement, que le monde est très créatif. Et si vous faites du journalisme, si vous voyez un tout petit peu plus la surface des choses, bien sûr, vous allez vous rendre compte ce qu'on dit dans les textes traditionnels depuis l'origine du monde, que l'être humain est égotique. Voilà, l'être humain est égotique. Il a fait une découverte, elle est importante. Et rendez-vous compte de ça. C'est-à-dire que l'être humain préfère lui-même aux autres. Et si vous avez un enfant, peut-être, et qui a une famille, peut-être vous préférez nourrir votre enfant que l'enfant du voisin. Et ce n'est pas très sympathique, mais c'est peut-être le cas. Et si vous apprenez que le bus qui ramenait vos enfants de vacances est tombé dans un ravin, que tous les enfants sont morts sauf 2, peut-être que vous allez espérer que votre fils fait partie des vivants. Donc vous avez préféré qu'un enfant que vous ne connaissez pas soit mort plus que votre fils. C'est peut-être pas très affectueux, mais c'est généralement réel. Donc quand on se rend compte qu'on fonctionne tous comme ça, on arrête de critiquer le monde parce que le monde est ça uniquement avec une forme de grossissement. Les hommes politiques sont là pour eux-mêmes, non pas pour le pays. On est tout au courant. Si vous ne le saviez pas, il faut regarder mieux. Voilà, tout ce que fait un être humain, c'est pour lui-même. Et quand l'être humain aide son environnement, c'est parce qu'il pense que ça va l'aider lui-même. Les gens sont généreux quand ça leur rapporte. C'est comme ça. Un homme a une femme fidèle, il est très généreux quand ça commence à tromper, il est moins généreux quand un divorcé, il est odieux. L'homme n'est pas devenu méchant, il est ce qu'il est. Quand il se sent en sécurité, il est généreux. Quand il a peur, il est odieux. Ça s'appelle un être humain. Si vous regardez en vous-même, vous allez voir que vous avez vraisemblablement cette possibilité-là aussi. C'est de préférer vous-même
à autrui. Et tant qu'il y a ça, il y aura la guerre, il y aura la difficulté, il y aura l'exploitation. Donc, dans les approches directes, on commence par soi-même. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut découvrir ça intimement en soi-même. Et si, éventuellement, dans cette découverte, il y a une forme de réduction de cette affirmation de soi-même et un peu plus d'ouverture respect aux autres, je dirais que ça va créer une société qui sera un peu plus fonctionnelle, un peu plus équilibrée. Mais tant qu'on ne voit pas ça en soi-même, comment le critiquer sur les autres me paraît un manque de respect. Donc, c'est pas de vous échapper du monde qui est important pour vous, c'est de regarder simplement. Comme on donne un homme politique à la télévision, coupez le son. Regardez comment il se présente, regardez ses mouvements. Si vous le voyez dans une réunion, vous voyez sa respiration, vous voyez comment il bouge, vous voyez comment il ne bouge pas. Ça n'empêche pas ensuite de mettre le son, de voir ce qu'il dit, de voir ce qu'il ne dit pas. Et puis regardez-le bien, et puis vous allez voir toute sa famille, vous allez voir tous ses parents, vous allez voir tous les ancêtres dans cet homme-là. Et vous allez voir combien la peur, combien la panique a créé cet homme politique. Et il est là pour essayer de s'en sortir. Il pense que c'est uniquement s'il arrive à telle ou telle réussite qu'il va enfin arriver à être apaisé. Il n'est pas méchant, il a peur. Comme le chien qui vous mord dans la rue, ce n'est pas un méchant chien, c'est un chien qui a peur. Et le chien qui vous lèche n'est pas gentil, il va montrer quelqu'un d'autre. Ils sont en sécurité avec vous. Donc la première chose, pour moi, c'est d'arrêter d'imaginer un monde méchant ou gentil. Les deux sont imaginaires. Les chiens sont ni méchants ni gentils, ils sont ce qu'ils sont. Les êtres humains sont des chiens. Ils sont en sécurité, ils lèchent. Quand ils ont peur, ils mordent. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est la situation qui nous donne ces capacités. Donc vous avez l'air d'avoir un sens humaniste en vous. Approfondissez-le et vous allez voir que très vite, tous les êtres humains sont les mêmes, qu'ils soient d'extrême droite, du milieu, du centre, qu'ils soient athées, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient ce que vous voulez, vous allez trouver dans tous ces milieux le même proportion d'humanité. L'être humain est le même partout. Ça se voit plus dans ces circonstances. Il y a des gens qui n'ont jamais été en circonstance d'être violents, alors on pense qu'ils ne sont pas violents. Et dans une autre situation, ils auraient été aussi violents que le plus des violents. C'est la situation qui crée. Ce n'est pas une personnalisation. Donc, moi, je pense que comme vous avez cette forme d'empathie envers les gens… C'est surtout que c'est épuisant, l'agitation, en fait. Mais bon, voilà. Action. Et si vous regardez une chose sans commentaire, quand vous avez un enfant qui pleure, si vous le regardez, si vous êtes vraiment là à froid, s'il est disponible, on est compte que des fois l'enfant a besoin de pleurer, puis des fois effectivement il pleure parce qu'il y a un problème, donc vous pouvez intervenir. Mais des fois vous ne savez pas pourquoi il pleure. Et des fois l'enfant pleure et tout va bien. Ce n'est pas forcément un drame. Et des fois un enfant se casse une jambe et ce n'est pas forcément un drame, il va mûrir tout ça. Votre maturité, elle est venue de quoi? Elle est beaucoup plus venue des difficultés que vous avez eues dans la vie que des éléments faciles. Et la plupart des gens aussi. C'est pas pour rien, c'est pendant les guerres, il n'y a à peu près jamais de suicide psychologique, sauf pour des gens qui ne veulent pas parler pour des raisons militaires. Mais quand les gens sont dans le conflit de survie, il n'y a plus de problème psychologique, on revient à des valeurs beaucoup plus fonctionnelles. Notre société a oublié la survie, dû à son développement économique exagéré, et donc les gens ont des problèmes psychologiques, d'identité, de représentation, d'imaginaire. Ils votent pour quelqu'un, et puis après ils sont déçus. Ils votent pour quelqu'un d'autre, ils sont aussi déçus, ils sont toujours déçus, parce qu'ils veulent un imaginaire. Dans la vie, si vous voulez être heureux, il ne faut jamais rien demander à personne, et surtout pas à vous-même. Parce que vous allez dire, ce soir ça, vous allez faire le contraire demain. Donc, il ne faut rien demander. Faites ce que vous pouvez faire pour votre environnement, vous avez des capacités spécifiques. Et demandez, attendez rien du gouvernement, attendez rien de l'opposition, attendez rien de vos amis, attendez rien de vous-même, attendez rien de vos enfants, rien de vos amants, rien de vos maris, rien des voisins, rien de vos parents. Et ce n'est pas une froideur, c'est une évidence, une forme de sensibilité. Parce qu'il n'y a rien à demander. Vous pouvez demander du sel,
Il n'y a rien demandé psychologiquement. On ne demande rien psychologiquement, il faut une autonomie qui va être là. Cette autonomie, vous allez devenir fonctionnel avec vos parents, avec vos enfants, avec vos maris, avec vos amants, avec vos voisins, avec le gouvernement, avec l'opposition, avec tout ce qui se présente, parce que vous n'attendez rien. Vous voyez la souffrance de celui qui affirme, vous voyez la souffrance de celui qui prétend, vous voyez la souffrance de celui qui attend, vous voyez la souffrance de celui qui espère, vous voyez la souffrance de celui qui regrette. L'être humain est ému par cette souffrance. Elle est légitime. Donc, il n'y a pas une sorte de clarification. L'être humain cherche quelque chose, cherche une tranquillité, cherche une joie dans des situations qui ne la contiennent pas. Alors, bien sûr, il est frustré, bien sûr, il est malheureux. Et je cherche le bonheur dans une relation humaine, dans la sexualité, dans l'argent, dans la gloire, dans la célébrité, dans la santé, dans l'honnêteté de mon gouvernement, dans la capacité de l'opposition. Bien sûr, je vais toujours être déçu. À un moment donné, je ne cherche rien. Je reviens à cette écoute profonde qui est la nature de la vie. Dans cette écoute, vous allez trouver une fonctionnalité. Et vous allez voir vos capacités d'empathie, vos capacités humanistes pour trouver une fonctionnalité. Et effectivement, le journaliste est peut-être un peu violent parce que c'est difficile de nos jours de ne pas avoir une idéologie à défendre et tôt ou tard, vous allez être mis en balance par une idéologie. Il n'y a pas d'objectivité. L'objectivité, c'est un point de vue qui sera mis en question par la vie. Et ça n'empêche pas de travailler. Et ça empêche d'imaginer. Il me semble que ce qui est difficile pour vous, c'est que vous avez imaginé, vous pensiez que la vie pouvait être autrement. Vous pensez qu'il ne pourriez pas avoir une quarantaine de guerres dans le monde. S'il y a une quarantaine de guerres, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Parce que l'être humain est égotique. Et donc, je pense que je vaux mieux que mon voisin, que je suis supérieur à mon voisin. Tant que les Français pensent qu'ils sont supérieurs aux Belges, tant que les Hollandais pensent qu'ils sont supérieurs aux Belges, tant que les Indiens pensent qu'ils sont supérieurs aux Chinois, tant que les Russes pensent qu'ils sont supérieurs, etc. Il ne peut pas y avoir de paix. Et ça va plus loin qu'une nationalité, ça va, les chrétiens se pensent élus, les musulmans se pensent élus, puis les Marseillais pensent qu'ils sont supérieurs aux gendarmes, et puis chaque petit village de France pense qu'il est bien supérieur au village d'à côté. Ça, c'est le fonctionnement d'être humain normal. Alors, bien sûr, il y a conflit. Il n'y a que conflit. Qui c'est qui est heureux quand le voisin gagne quelque chose? Il y en a combien qui sont jaloux? Il y en a combien qui sont vraiment heureux quand le voisin fait fortune à l'autre nationale? Il y en a combien qui disent, mais pourquoi lui? C'est jamais moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne mérite pas. Il faut voir son fonctionnement d'abord. Donc, l'être humain est égotique. Il a très peu de respect pour la réussite extérieure de l'autre. Il pense qu'à lui-même. Et c'est vraiment organique. Quand on est parlé d'une tempête à Haïti, d'une tempête au Mexique, on dit « Ah ben oui, il y a eu 200 morts, c'est la nature, c'est normal. » Si c'est votre maison qui s'écoule sur vos enfants, c'est terrible, c'est un drame. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est la faute du constructeur, c'est encore le gouvernement, on aurait dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça. Les parents n'auraient pas dû me dire, il y a toujours la faute de quelqu'un. Et si c'est loin, c'est la nature, c'est normal. C'est le fonctionnement de la personne. Tant qu'il y a ce fonctionnement-là, il n'y a pas de changement dans la société. Elle peut être communiste, elle peut être fasciste, elle peut être libérale, elle peut être ce que vous voulez. Toutes les sociétés sont totalement inégalitaires, exploitatrices, dictatoriales, de manière cachée, de manière subtile, c'est la même chose. On perd plus son temps dans ces choses-là. Vous laissez défiler les gens qui savent ce qui est juste, et vous faites ce qui est possible pour votre environnement, sans idéologie. Vous n'êtes plus de droite, vous n'êtes plus de gauche, vous êtes à l'écoute de ce que vous pouvez faire pour votre environnement. Vous avez des capacités spécifiques, vous les suivez. Il y en a qui sont thérapeutes, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont cambrioleurs, il y en a qui sont policiers, il y en a qui sont... On a besoin de tout. La société est un ensemble. Il n'y a pas de sous-métier. Une société idéologique qui a créé des castes, qui a créé des hiérarchies de supérieurs et d'inférieurs, tout on a imaginé. Donc, explorez ça à votre manière. Et c'est vrai que le journaliste, par sa nature,
généralement est très compétitif s'il n'est pas extrêmement spécifiquement orienté. Et j'ai la conviction que vous trouverez quelque chose à faire, mais ne souffrez pas pour rien. Si votre maison vous tourne dessus, vous ayez mal à la jambe, vous souffriez, c'est légitime. Votre enfant a reçu une brique sur la tête, bien sûr, votre souffrance est fonctionnelle. Et si ça se passe loin, si vous le voyez à la télévision, alors ne pleurez pas pour rien, parce que c'est une forme d'insulte de pleurer avec celui qui a vraiment raison de pleurer. Ça l'aide vraiment pas. Au contraire, vous devez être tranquille, vous devez être heureuse, équilibrée. C'est ça qui va aider votre environnement. C'est ça qui crée une société juste, une société égalitaire. Plus vous vous rendez compte que vous ne voulez rien en tant que qualité, vous voulez tout en tant que capacité. Il n'y a plus de compétition pour vous. Vous n'êtes pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre. Là, il y a une écoute, là, il y a une fonctionnalité. Et là, vous verrez, il n'y a plus d'inégalité. Il y aura une fonctionnalité qui va se créer. À vous de trouver dans quel créneau cette capacité peut s'employer. Et vous avez l'air d'avoir beaucoup d'aptitudes, donc vous allez trouver. Et surtout, arrêtez de souffrir pour quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien. C'est une perte d'énergie. Et c'est une forme de romantisme. Il y a des gens qui souffrent parce que ceci est arrivé, ça ne sert à rien. Il faut être fonctionnel dans la vie. Gardez votre souffrance quand c'est vraiment inévitable, fonctionnel. Mais sinon, pas de romantisme. Ne souffrez pas pour les autres. Ils n'en ont pas besoin. Ça ne leur sert à rien. Ils ont besoin de votre tranquillité, de votre joie, de votre disponibilité, pas de votre souffrance. Quand vous allez à l'hôpital voir un ami malade, il n'a pas besoin de voir quelqu'un qui souffre, il souffre suffisamment. Il a besoin de voir quelqu'un heureux qui vient de voir. C'est votre rôle en tout cas. Merci, merci. Bonsoir, Éric Barret. Bonsoir chacun. Pour quelqu'un qui cheminerait vers ce qu'on appelle la réalisation de soi, mais on peut dire aussi pour plus de paix, de joie, moins de souffrance, plus d'amour, quelle pratique vous conseilleriez en premier ou en priorité? Vous savez, pour découvrir ce que vous êtes profondément, il n'y a aucune pratique qui est nécessaire, sinon ça se saurait. Bien sûr, si vous êtes religieux, si vous êtes chrétien, musulman, hindou, bouddhiste, taoïste, juif, il y a des pratiques qui vont avec ces idéologies, et c'est tout à fait respectable. Mais si vous n'êtes pas approprié inutilement ces idéologies, il n'y a pas de pratique. Vous êtes essentiellement, ne dépend pas d'une pratique. Tous les soirs, quand le sommet quand l'état de veille se meurt dans le sommeil profond, vous retrouvez votre axe essentiel. C'est ça qui fait la joie extatique de vous endormir le soir. Et le matin, quand de nouveau le corps se crée, le monde se crée, vous ne voulez pas sortir de l'inconnu. Donc, cette réalité essentielle est ce que vous vivez dans le sommeil profond. C'est ça, finalement, c'est ce pressentiment qui crée l'appel à la méditation. Le besoin de méditer vient de ce qu'on appelle du sommeil profond. Vu qu'il n'y a pas cet appel, pas cette intimité avec le sommeil profond, et c'est respectable, mais à un moment donné, ça devient pas négociable. Donc, les pratiques, c'est un manque de clarté. Vous allez pratiquer corporellement et mentalement, mais ce que vous êtes essentiellement ni corporel ni mental. Le corps et le mental n'y ont pas accès. Par contre, si vous avez une résonance, si vous vous rendez compte que, par exemple, que vous êtes très agité ou très pris souvent dans la pensée, dans la réflexion, dans l'agitation, et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas penser et sentir à la fois. C'est pour ça que quand quelqu'un est agité, on lui donne une paire de claques, dans quelques instants, il est tranquille. À ce moment-là, vous verrez toute pratique qui ramène à la sensibilité corporelle va amener une forme de tranquillité. C'est pour ça que les gens vont jouer au tennis, vont jouer au football, vont dans une salle de gymnastique, parce que quand ils sentent leur corps pendant 1 heure ou 2, ils pensent moins.
Si vous prenez une douche, si vous allez vous baigner, c'est pareil, vous allez moins penser quand vous nagez dans l'eau froide, contre le courant, etc. Donc tout ce qui ramène au corps réduit la pensée, parce qu'on ne va pas penser et sentir à la fois. Mais je pense que ça, c'est des choses qui ont une valeur au niveau ludique, de faire du sport, de sentir son corps, de rentrer dans des pratiques d'exploration corporelle, c'est beaucoup d'intelligence. On n'a pas ça. Mais on peut l'avoir sur les peintres, on fait de la peinture, sur les musiciens, on fait de la musique. Voilà. Si on n'a aucun don, ben, on peut rentrer dans des pratiques corporelles qui visent simplement à devenir à l'écoute du corps. Parce que le corps, c'est le psychisme, mais quand le corps devient sensible, le psychisme l'est également. Et c'est la sensibilité du psychisme qui va amener finalement une disponibilité à ce qui est essentiel. C'est de voir vos peurs, votre arrogance, votre suffisance, votre anticipation, votre récapitulation, votre stratégie, c'est de voir en nous tous ces éléments qui amènent une forme de disponibilité. Finalement, la seule pratique, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire, puisque vous êtes essentiellement. Ce n'est pas une action mentale. Et on va dire, au plus vous êtes disponible à votre fonctionnement, vous voyez comment vous fonctionnez, au plus il va y avoir des moments d'écoute tranquille, d'écoute dans lesquels vous ne cherchez plus de vous changer. Et tant qu'il y a le dynamisme de vouloir changer, c'est une forme d'agitation qui va couvrir l'essentiel. La première étape, on va dire, d'une réalisation profonde, c'est d'arrêter de vouloir se changer. Il n'y a rien à comprendre, il y a compréhension, il n'y a rien à pratiquer. Les choses se font naturellement. Vous n'êtes pas un accident, vous devez rectifier. Dieu ne vous a pas fait mal formé, vous devez vous reformer correctement. Si vous êtes religieux, bien sûr, vous avez cette idéologie. Et nous, ici, on n'est pas religieux. Donc, on n'a pas cette notion qu'il faut les transformer quoi que ce soit. Par contre, la vie, c'est d'être conscient. La vie, c'est d'être conscience. Donc, devenir conscient de votre outil, votre corps, votre psychisme, me paraît la seule pratique fonctionnelle. Et encore une fois, ce n'est pas une chose que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas dire demain, je veux être à l'écoute de mes réactions. Ce n'est pas vrai. Par contre, peut-être demain, quand vous allez avoir une crise de jalousie, quand vous allez avoir une crise de possessivité, quand vous allez avoir une crise de rage parce que le maman a encore fait ça, ou parce que les conditions ont encore dit ça, parce que votre voisin a osé faire ça, parce que votre femme a encore, etc., qui éventuellement vous allez vous rendre compte de votre réaction, les prises de conscience, c'est ça l'enseignement profond. C'est voir son fonctionnement, d'accepter totalement, parce que vous ne pouvez pas être différent de que vous êtes. Quand vous êtes jaloux, vous ne pouvez pas ne pas l'être. Quand vous êtes prétentieux, vous ne pouvez pas ne pas l'être. Quand vous êtes agité, vous ne pouvez pas être tranquille. Et vous pouvez, à un moment donné, totalement accepter vos modalités. Et quand vous allez profondément accepter vos modalités, toutes les énergies qui étaient avant utilisées pour se transformer, ceux qui ont une option spirituelle, pour transformer le monde, ce qui fait de l'extérieur à l'extérieur de même, toutes ces énergies vont revenir, je dirais, dans l'écoute. Et c'est cette réabsorption des énergies qui avant étaient dirigées vers la transformation extérieure ou intérieure, quand les énergies vont revenir dans l'écoute, c'est à ce moment-là qu'il y a une disponibilité qui va se déployer en vous et que ce que vous cherchez va s'actualiser. Mais ce n'est pas le résultat d'une pratique, ce n'est pas le résultat d'une technique, ce n'est pas le résultat d'une intention, ce n'est pas le résultat d'une fabrication, c'est le résultat de voir de plus en plus clairement, humblement, notre fonctionnement. Et de totalement l'accepter, parce qu'il est parfait comme il est, on ne peut pas en avoir un autre plus comme lui. Donc l'idée du changement va complètement quitter. Ça, c'est le vrai changement. Quand il n'y a plus le moins de notion de vouloir changer, c'est un profond changement qui apparaît en nous. Et tant que je veux me changer, j'ai encore une idéologie comme celui qui s'engageait dans la SS pour transformer, pour devenir pur, etc. C'est la même chose, un degré différent. C'est pas tellement différent. Merci. Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu une petite expérience marrante il y a quelques temps. Je me concentrais un peu sur ma respiration en attendant le sommeil. Et au bout d'un moment, j'ai senti mon corps un peu cotonneux,
comme engourdi, mais plutôt de plaisir, quoi. Et donc voilà, bon. Et un tout petit peu plus tard, j'ai eu comme une sorte de fou rire intérieur. Donc, je hurlais de rire à l'intérieur. Mon visage était impassible. Et j'ai ressenti ce truc-là. Et très étonné, mon mental a commencé à me dire qu'est-ce qui se passe, enfin, presque à paniquer peut-être quelque part, ce qui a malheureusement abrégé l'expérience. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, de quoi ça retourne, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Le psychisme est très créatif et on utilise une très petite partie de notre capacité cérébrale. Donc, si vous donnez à des moments d'observation sans intention, que ce soit de la respiration ou de la perception, automatiquement, vous allez expérimenter un grand nombre de variations tactiles ou conceptuelles voilà, qui sont d'autres capacités cérébraux que les schémas habituels qu'on répète généralement toute la journée. Mais vous n'allez jamais vous trouver dans un événement psychique, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa force. Tout ça apparaît dans votre écoute. Et votre écoute, vous vivez naturellement quand vous rentrez dans le sommeil profond tous les soirs, là où les phénomènes psychiques, quelle qu'en soit leur qualité, se résorbent en vous. Pour nous, ce qui est important, c'est cette intimité du sommeil profond, dans lequel rien n'est senti et personne ne sent. Mais c'est normal quand vous êtes attentif à la respiration ou quelques processus perceptuels, je dirais sans intervenir dans ce que vous ressentez, que petit à petit, il y a d'autres sensibilités. C'est exactement comme si vous prenez un très bon hashish, un escalier ou autre chose. Voilà, il y a d'autres éléments cérébraux qui vont monter à la surface et de capacité. Mais je dirais, c'est sans fin. Donc, on ne se cherche plus dans ces éléments-là, mais ils sont là, certainement, bien sûr. Oui, je m'y attendais pas. Enfin, je ne cherchais pas spécialement. Après est-ce que ça a quelque chose à voir avec les jhanas, là, les états d'absorption méditative vous voyez ce que c'est, les jhanas, là, J-H-A-N-A, là, du bouddhisme non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez une grande propension à classifier les choses très nombreuses écoles. Donc, voilà, oui, tous les phénomènes cérébraux peuvent faire partie de ce qu'on appelle dhyana, même dharana, etc. Voilà, mais c'est des classifications extrêmement légères, arbitraires. La vie est beaucoup plus subtile que les classifications indiennes. Oui, c'est sûr. Mais bon, ça m'a intrigué un petit peu, donc voilà, j'avais un peu creusé derrière. Merci. Bonsoir. Je voudrais m'interroger sur la philosophie. Je sais que penser pas ne mène, mais je m'y philosophie notamment ce que la philosophie médiévale pose m'intrigue, m'intéresse, même si je c'est pas à la clarté comme vous l'appelez, mais on peut s'intéresser à ça et est-ce qu'il n'y aurait pas de confusion après, je sais. J'ai une difficulté de comprendre ce que vous disiez. Ce n'est pas votre faute, mais la communication ou de moi ou de vous est très mauvaise. J'ai peut-être entendu. Il me semble avoir entendu que vous vous intéressiez à la philosophie médiévale. Oui. Et vous demandiez l'accès. Si ça vaut la... Voilà. Vous savez, la philosophie hermétique, comme toutes les philosophies, c'est une approche. Et si uniquement la philosophie hermétique vous demande généralement d'apprendre le latin, le grec et l'hébreu, des fois l'arabe, pour vraiment... L'arabe,
notamment Averroès et Ibn Tufayl. Et en fait, parce que ça a été mis à jour récemment par des lectures en français que je trouve excellentes en comparaison avec tout ce qui est fait après dans le monde chrétien et juif. Et c'est très, très intéressant. Ça pointe sur une vérité intéressante, mais ça reste conceptuel. Et là, je me dis, si je m'intéresse à ça, va, ça va me garer. Enfin, je sais pas. C'est ça mon dilemme. Merci. Si vous vous intéressez à l'islam, honnêtement, ce n'est pas Averroès qu'il faut lire, mais c'est Ibn Arabi. Et si Ibn Arabi est trop complexe, c'est Abdelkader. Non, je ne m'intéresse pas à l'islam. Le dogmatisme islamique ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ça. Je ne m'intéresse pas à un dogme. Je m'intéresse à la réflexion qui a été faite par des êtres humains pour arriver à concevoir ce qu'ils appellent la vérité. Ce processus d'intellectualisation m'intéresse. Maintenant, ce que je ressens au plus profond de moi, bien sûr que je connais Ibn Arabi et Abdelkader et la tradition soufie, mais c'est pas ça. C'est pas une tradition que je recherche. C'est pas un dogme, mais ce processus que des êtres humains ont embrassé pour arriver à concevoir ce qui n'est pas concevable. Et en fait, cet intérêt pour tout ça, en moi, me dit que ça va m'éloigner de l'essentiel. Voilà mon dit. C'est parce que je partage ce point de vue que je vous suggérais de lire Cheikh Al-Akbar ou de lire l'Émir. Parce que justement, ces écritures vous ramènent à l'essentiel. Ou si vous avez une résonance chrétienne, de lire Maître Eckhart. Ou si vous avez une résonance indienne, de lire Shankara ou Abhinavagupta. Ou si vous avez une résonance chinoise, de lire les textes taoïstes. Ou si vous êtes sans résonance, de vous plonger dans l'essentialité du moment. Mais effectivement, toute réflexion conceptuelle, quelle qu'en soit la qualité, va rester stérile parce qu'elle dépend totalement de votre cérébralité, etc. Donc, elle ne peut pas ne pas tourner en rond, parce que ce qui est essentiel, c'est ce que je suis quand je ne suis pas. Donc, toute positivité, toute affirmation positive va toujours être conceptuelle. L'essentialité est une négativité, c'est-à-dire une absence de toute possibilité conceptuelle. C'est pour ça qu'on parle des voies négatives dans les traditions orientales et des fois occidentales. La voie négative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'affirmation. Donc, ça coupe à la base toute possibilité de conceptualisation. C'est pour ça que dans l'islam, les Mir et le Cheikh Al-Akbar sont parmi les meilleures représentations, mais Maître Eckhart, Suzo Tolaire ou Suveille du Cachemire, bien sûr, à ça. Pourquoi? Parce que l'être humain est le même partout, le cerveau humain est le même partout. Par contre, la manière dont ce cerveau va transposer cette essentialité dépend des coutumes, dépend des langages, de l'époque, etc. Mais on parle de la même chose. Et donc, tout à fait en accord avec vous quand vous dites que la réflexion cérébrale pure, c'est-à-dire qui n'est pas basée sur une intuition interne, ne peut faire que finalement créer une forme de cathédrale conceptuelle, ce qu'a fait l'hermétisme du Moyen-Âge, etc. Quand vous lisez Maître Eckhart, vous quittez la limite de l'hermétisme. Vous pouvez lire le Mutus Liber, vous allez retrouver des choses qui sont proches, bien sûr. Mais tout ce qui demande une espèce de pratique, finalement, éloigne de l'essentialité.
Donc, on disait un texte profond qui vient du silence, qui, par sa nature, ramène le silence. Il n'y a intrinsèquement aucune pratique possible. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour Eric. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui. Oui, je voulais juste vous remercier parce que j'aime beaucoup écouter les réunions Zoom que vous faites et du coup, comme ils sont très accessibles, vu qu'ils sont pas payants, enfin bref, etc. Et en fait, j'avais très envie d'aller à un de vos stages et de vos formations, mais à chaque fois, c'est loin. C'est en Espagne, à Paris, bref, c'est compliqué. Du coup, je me contente des réunions Zoom. Et du coup, je voulais vous remercier. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions, mais c'est vrai que plus j'écoute les réunions Zoom, en fait, je me sens bien après au niveau, je ressens une relaxation, une détente à force d'écouter, alors que c'est pas grand. Enfin, il dit quand même des choses, mais du coup, je trouve qu'il y a quand même un effet au niveau corporel, le fait juste de vous entendre parler. Enfin, vous avez un côté très... voilà. C'est tout. Ce qui amène cette détente corporelle, ce n'est pas de m'entendre parler, c'est uniquement que vous êtes à l'écoute. Si vous étiez à l'écoute d'une paire de chaussures, de la même manière dont vous écoutez cette réunion, vous auriez exactement le même effet. L'effet ne vient pas de ce que je dis, ne vient pas de moi, bien sûr, et ne viendrait pas non plus de la paire de chaussures. Ça vient uniquement de votre écoute. Donc, ce que vous devez comprendre justement dans ces réunions, d'abord, il n'y a aucune raison d'aller à des stages, vous avez raison, c'est trop loin, c'est trop cher, et il y a autre chose à faire dans la vie que faire des stages, mais vous devez comprendre que le cœur de la vie, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire parce que c'est ce que vous êtes, ce que vous êtes essentiellement. Donc, au plus dans la journée, si vous avez des moments où vous référez à cette écoute, c'est-à-dire vous asseyez sur une chaise, vous laissez mourir l'imaginaire du passé, le passé c'est mort, c'est fini. Vous ne créez pas un imaginaire d'un futur, le futur c'est une hypothèse, c'est même pas ce serait vivant l'instant d'après, et vous vous donnez totalement à cette absence de passé, absence de futur. Et qu'est-ce qui reste à ce moment-là? Vous allez voir, il reste une sensation, qui va être la sensation de vos pieds avec le sol, de vos mollets, de vos cuisses, de votre dos avec le fauteuil, etc. Et si vous donnez totalement à cette expérience, je dirais, la plus simple du monde, qui soit de simplement constater ce qui est là, il va y avoir une espèce de, très vite, de dissolution de cette sensation qui est la forme de représentation. Il y a une forme d'énergie, de vibration qui va venir. Et cette vibration, cette énergie, c'est vraiment une des portes sur l'écoute. Donc, donnez-vous de temps en temps dans la journée à ce moment où vous n'êtes rien, c'est fini. Tout ce que vous avez été, c'est mort. Et il n'y a pas de demain, peut-être. Donc, donnez-vous totalement à ce moment de rien être. Laissez la sensation du corps apparaître. Et vous allez voir, elle va se transformer très vite. Au début, c'est un peu confus, c'est un peu diffus, c'est un peu lourd, c'est un peu... Et puis, il y a une sorte de chaleur qui va venir, une dilatation et d'exaltation qui va se faire tactilement. Vous avez l'impression que le corps va fondre un peu comme s'il était en cire au soleil. Et il y a une vibration qui va être là, une intensité, des fois elle est auditive, des fois elle est tactile, des fois elle peut se transformer à travers les différents sens. Et ça va, je dirais, ce moment va vous régénérer. Dans ce moment, vous êtes libre du futur, vous êtes libre du passé. Et vous recommencez, je dirais, à neuf, remettez le compteur à zéro.
C'est ça qui est important. Et ce que vous faites quand vous écoutez l'entretien, c'est ça. Ce que je dis dans aucun importance, aucun intérêt, on peut dire le contraire. Mais c'est l'écoute qui est important. Donc, continuez à mettre l'accent sur l'écoute. Ne perdez pas dans les imaginaires de séminaires ou de rencontres, parce qu'il n'y a rien à rencontrer, il n'y a personne à rencontrer. La seule chose que vous devez rencontrer, c'est l'écoute. Et cette écoute, elle est toujours avec vous, sauf quand vous la quittez, en pensant quelque chose, en voulant quelque chose, en attendant, en regrettant quelque chose. Voilà. Donc, comprenez le processus et vivez-le de plus en plus intimement et tout va bien. Il n'y a rien besoin d'autre que ça. Bon, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. Oui. Merci à vous. Bonjour. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Je sais pas si... C'est mon chat. Bon, bref, j'avais envie de vous parler parce que je sais pas exactement comment commencer la discussion. Premièrement, je vous trouve très, très drôle. Je trouve que vous faites de bonnes blagues souvent et c'est pas assez souligné, je trouve. Mais ce n'est que mon avis. Et je me demandais si dans la vie en général, quand vous êtes avec des amis ou est-ce que votre sens de l'humour paraît quelquefois ou c'est une étrange question en fait, mais Je suis sûr que vous avez une question plus importante pour vous, celle-là. ouais, peut-être, ouais. Ben, en fait, je voulais dire que j'ai commencé à m'intéresser à la non-dualité il y a peut-être 2 ans, de façon plus sérieuse, par l'approche védantique, premièrement. Puis depuis à peu près 1 an, en fait, je me sentais bloqué parce que je trouvais que ça allait pas assez loin. Ça bloquait au niveau plus intellectuel. Et puis ensuite, je suis tombé sur vous, puis là, j'ai compris. En fait, j'ai eu envie d'explorer plus l'approche physique et j'ai rencontré une de vos anciennes élèves, je dirais. En fait, une femme qui avait étudié avec vous l'approche tantrique. Donc, j'ai fait quelques cours avec elle et puis ça m'a permis de mieux saisir le... En fait, ça m'a vraiment débloqué. Je sens que ça m'a permis d'approfondir plein de choses à un point tel qu'il y a eu des changements, de gros changements dans ma vie. Et puis, il y a certains trucs qui ne changent pas, par contre, et j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Par exemple, mon rapport à l'argent. Moi, je suis un artiste et puis je fais de la musique. Et puis, j'arrive pas du tout à aimer travailler. Ça ne fonctionne pas. J'arrive un peu à vivre de mon art, mais c'est difficile. Et puis, par exemple, la semaine passée, je remontais sur scène depuis, ça faisait 4 ans, depuis 2019 que j'avais pas fait de scène. Et puis à la fin du concert, je me suis explosé le genou, je suis tombé par terre. Mon genou, je me suis explosé la rotule en fait. Et puis pendant ce moment-là, même s'il y avait de la douleur physique, j'étais à l'écoute et je me sentais bien. J'étais heureux d'être là, en train de faire un concert avec, avec le genou explosé. Alors que souvent, quand je suis au travail, dans le bureau, une journée normale où il se passe rien de mauvais, je me sens angoissé, j'aime pas ça. Je comprends pas. En fait, je et puis donc bref, je me sens beaucoup mieux depuis que je veux pas trop utiliser le mot pratique là, mais depuis que je vais l'utiliser. Bon, depuis que je pratique l'approche tantrique, du moins avec les connaissances que j'ai,
Et puis, avec l'approche védantique aussi. Mais il y a certains trucs qui changent pas, en fait, puis je sais pas du tout comment améliorer l'environnement pour mieux aller. Mais pourtant, je me sens bien en général. Et puis, je sens que quand l'angoisse vient, je peux vraiment me poser, puis généralement, ça part assez rapidement. Donc, ouais. Je sais pas s'il y a une question, en fait. Je voulais juste vous dire que je vous aime, et puis voilà. Si vous avez commencé à explorer la sensation du corps avec quelqu'un qui connaît un peu ce travail, je pense que oui, c'est une chose qui est très, éventuellement, qui ça vous correspond, c'est une chose tout à fait fonctionnelle. Parce qu'au plus le corps devient sensible, au plus le film, qui n'est pas différent, devient sensible aussi. Et vous allez voir, bien sûr, vous dites qu'il y a des choses qui ne changent pas et vous avez raison, mais vous savez, quand vous commencez à explorer la vie, je dirais assez vite, quand vous êtes intelligent, je dirais, les endroits où vous êtes déjà souple vont encore plus s'assouplir. Mais les deux qui sont vraiment profonds en vous, on a tous 2-3 jardins secrets un peu complexes, mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus long à défaire. Ouais. Un peu comme corporellement, vous allez peut-être lâcher rapidement les épaules, les genoux, mais peut-être pas les hanches, ou au contraire. Donc les nœuds superficiels sur lesquels, je dirais, il y a déjà une forme de sensibilité vont assez rapidement lâcher, mais les nœuds profonds sur lesquels on a basé finalement notre survie psychologique, que ce soit l'argent, la politique, la sexualité, la beauté, la célébrité, chacun son fantasme, ou le savoir conceptuel, peu importe, ça va être beaucoup plus long. Mais le but n'est pas une transformation. La transformation, c'est vraiment un imaginaire. On laisse ça aux religions, je dirais pourquoi pas, mais on n'est pas du tout dans ce domaine de transformation, mais d'exploration. Et vous aurez toujours des choses à explorer. Même Abhinavagupta, le grand maître tantrique de notre tradition, dit dans le chapitre 37 de Tantraloka, qui est le dernier chapitre de son Opus Maus, son livre essentiel, dit voilà, il y a des gens qui vont aller plus loin que moi dans cette découverte vers ça. C'est le résultat de mon expérience interne, mais il y a des gens qui vont aller beaucoup plus loin, qui vont découvrir des choses que je n'ai pas découvertes. Donc, je dirais la découverte de la vie est sans limite. Par contre, ce qui est important, c'est progressivement, quand vous vous familiarisez avec une intimité de plus en plus intense, je dirais avec vous-même, et que toutes les énergies qui avant étaient utilisées dans ce fontaine de transformation, de purification, qu'on retrouve dans tout le bêtisier des religions, on va dire, classiques, quand cette énergie ne se perd plus dans ce fantasme-là, mais devient vraiment une richesse de l'écoute, où vous arrivez profondément à vous accepter comme vous êtes. Et cette acceptation va vous amener d'accepter la société comme elle est. Parce que vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes. Et là, si on regarde la photo de tous vos grands-parents, tous vos ancêtres, bien sûr, vous êtes comme ça. Et la société ne peut pas être différente de ce qu'elle est. Vous étudiez tous les éléments socio-économiques, politiques des temps passés, mais bien sûr, la société actuelle est comme elle est. Parce qu'il n'y a pas de liberté dans la manifestation. Tout est cause à effet. Quand quelque chose arrive, ça a commencé à l'origine du monde et l'effet va se continuer jusqu'à la fin du monde. Bien sûr, un historien va dire ça commence là, ça finit là, mais avant ce commencement, ça avait déjà commencé. Et bien après la fin de quelque chose, ça continue encore. Donc la fin et le commencement sont des commentaires idéologiques qui peuvent se justifier dans une conversation, mais c'est faux, parce qu'il n'y a pas de commencement. Le commencement est la suite de quelque chose et la fin et la continuation. Donc, à un moment donné, au plus vous allez devenir à l'écoute de vous-même, si vous arrivez à profondément accepter toutes vos mécanicités, vous allez voir que la société, c'est comme vous, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix quand elle se sent en sécurité, elle est généreuse, et quand elle a peur, elle est violente. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Ça s'appelle un être humain, et les animaux sont pareils aussi. La société, c'est un animal. Voilà, quand il est en sécurité, il est vraiment généreux. Quand il a peur, il est mort. Je sais pas, il n'y a rien de... Et
elles ne sont pas positives ou négatives. Un chien qui vous lèche n'est pas un gentil chien, il va montrer un homme. Le chien qui vous n'est pas méchant, il va lécher son maître. La société va mordre d'autres, elle va en lécher d'autres, mais elle est neutre. C'est la situation qui crée les éléments. Donc, il faut, la première chose pour moi, c'est de vous dire passionné par vous-même, passionné par tout votre fonctionnement, de quitter le fantasme infantile et puéril, de le transformer, parce que vous n'allez pas vous transformer. Quand vous serez sur votre niveau, vous aurez toujours le même caractère que maintenant, et c'est un caractère parfait, parce que vous n'en avez pas d'autre à votre disposition. Vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes. Tous vos goûts intellectuels, cinématographiques, sexuels, culinaires, affectifs, musicaux, vous y êtes pour rien. Vous ne les avez pas choisis, ils se sont incarnés en vous, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc on est en arrêt avec le fantasme de se changer. Vous êtes toujours gardé pour ces caractéristiques. Par contre, si vous êtes vraiment à l'écoute de ces caractéristiques, sans commentaire, sans dire ah, c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pervers, ça c'est vraiment juste, ça, je suis fier de ça, j'ai honte de ça. Si vous arrivez à faire connaissance comme quand vous faites ce yoga qu'apparemment vous faites, qu'est-ce que c'est quoi le yoga? C'est de lever un bras, vous sentez, le bras revient, vous sentez. On ne vous dit pas le bras se lève, il y a une tension, c'est mal, et que le bras revient, ça fait détendre, c'est bien. On vous dit de sentir quand une tension apparaît, éventuellement sentir quand une tension disparaît. C'est-à-dire vous cultivez en vous l'écoute de la tension, de la détente, c'est ni bien ni mal, c'est ni oui ni non, c'est ressentir. Et quand vous allez sentir le corps tendu, sentir le corps détendu, sans être plus l'un que l'autre, sans aller plus vers l'un que vers l'autre, vous allez voir que votre psychique va avoir la même caractéristique, va pouvoir sentir la peur, sentir la tristesse, sentir la joie, sentir la jalousie, sentir l'excitation, sentir l'attirance, sentir la répulsion, sans vous approprier. Un peu comme quand vous allez au théâtre, vous pouvez voir une pièce triste, vous sortez là, vous dites c'était merveilleux. C'est beau la tristesse quand on n'est pas triste. Quand vous lisez un roman triste, vous dites après c'est un super roman. Pourquoi? Parce que vous avez senti la tristesse, vous n'avez pas été triste. C'est la même chose avec la peur, l'exemple que je donne souvent, mais quand vous allez dans les montagnes russes, vous payez pourquoi? Vous payez pour avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous n'allez pas payer, vous n'êtes pas stupide. Vous payez pour avoir peur. Mais si vous avez peur, vous ne pouvez pas monter. Alors c'est quoi la différence entre sentir la peur ou avoir peur? Quand vous sentez la peur, vous êtes bloqué. Quand vous avez peur, il y a le fait de sentir crée automatiquement un retour après la tranquillité. Après les montagnes russes, vous avez senti la peur, ou des fois vous payez pour remonter. Et si vous avez eu peur, dans 10 ans après, vous ne pouvez pas remonter parce que vous avez encore la mémoire de la peur. Donc, c'est ça qui est très important. Quand vous allez retrouver par l'approche corporelle une neutralité corporelle, vous sentez la tension, vous sentez la détente, vous sentez la tension, vous sentez la détente, vous allez pouvoir sentir la peur sans avoir peur. Vous allez pouvoir sentir la jalousie sans être jaloux. Vous allez pouvoir sentir la tristesse sans être triste. À ce moment-là, toutes ces émotions vont progressivement devenir une forme de poésie ou de chant qui va exprimer la vie sous toutes ses formes. Mais il va rester toujours dans vous cette espèce de tranquillité dans laquelle les émotions vont apparaître et disparaître. Ça, c'est le cœur du yoga, finalement. Et c'est de vous donner vraiment corporellement à cette pratique cette totale neutralité. Vous faites du yoga 1 heure ou 2, et quand vous sortez de la séance, vous vous sentez bien. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui vous fait vous sentir bien. C'est le fait d'avoir été neutre pendant 1 heure ou 2. Vous n'avez rien voulu changer. Vous avez payé pour sentir le bras qui monte, sentir le bras qui va à gauche, sentir le bras qui descend, sentir l'inspiration, sentir l'expiration. Vous n'avez rien fait, vous avez laissé faire. Et c'est ça qui ramène à l'écoute, comme on disait à la personne tout à l'heure. Ce n'est pas ce qu'on dit dans l'entretien qui n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le fait d'écouter. Quand vous écoutez, ça vous ramène à vous-même. Quand vous écoutez le corps, ça vous ramène à vous-même. Et quand vous écoutez les émotions, ça vous ramène à vous-même. Et à un moment donné, il y a une fonctionnalité qui va se faire. Et quand vous serez plus en guerre avec vos émotions, dans la société est facile. Bon, vous pouvez rester anarchiste, vous pouvez rester fasciste, tout ce que vous voulez, peu importe. C'est une expression comme une autre. Mais la société devient légère parce que vous regardez les gens et vous les comprenez. Ils ne peuvent pas être différents. Regardez vos parents, ils ne peuvent pas être différents. Regardez vos grands-parents, ils ne pouvaient pas être différents. Regardez votre voisin,
il ne peut pas être différent. Regardez vos enfants, ils ne peuvent pas être différents. Les gens ne peuvent pas être différents de ceux qui sont. À mon avis, il y a une espèce de facilité qui va se faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a des sociétés plus agréables que d'autres, il y a des voisins plus sympathiques que d'autres, il y a des êtres humains plus proches que d'autres, bien sûr. Mais au contraire, au plus il y a cette espèce de sensibilité, au plus il y a une espèce d'évidence, vous allez fonctionner plus dans tel genre de société, vous allez avoir un emploi, vous allez avoir un travail qui va plus vous correspondre tactilement. Mais si vous êtes artiste, c'est normal que dans une société moderne, ce ne soit pas facile. Parce que voilà, c'est difficile. Mais même au bureau, si vous avez un regard créatif, même dans un environnement extrêmement répétitif et sclérosé intérieurement, regardez. Et vous allez être amusé. Regardez votre patron, regardez vos employés, regardez vos camarades, regardez ceux qui font, ceux qui se cachent, ceux qui prétendent, ceux qui essayent, ceux qui attendent, ceux qui espèrent, ceux qui regrettent. Le jeu humain est là. C'est extraordinaire de regarder les êtres humains comme ils sont. Et chaque personne que vous regardez ne peut pas être différente de ce qu'elle est. Ceux qui sont arrogants, ceux qui sont violents, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont peur, ceux qui espèrent, ceux qui redoutent, ne peuvent pas être différents. Regardez mieux comme ils sont. Regardez leurs oreilles, regardez leur peau, regardez leur nez, regardez leurs yeux, regardez leur morphologie, écoutez leur respiration, regardez comment ils bougent, regardez ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, et vous allez voir que bien sûr, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas être autrement. Et vous n'allez plus être affecté par ça. Regardez, il y a des chameaux, il y a des serpents, il y a des zèbres, il y a des lions. C'est différent. Les êtres humains sont différents. Ils ont la même essentialité, mais ils sont différents. Et à un moment donné, vous n'allez plus être... c'est plus difficile. Le bureau, c'est un cirque. C'est une pièce de théâtre. Il y a celui qui joue à ça, il y a celui qui joue à ça, celui qui joue à être responsable, celui qui joue à être irresponsable, celui qui prétend, celui qui veut se montrer différent de ce qu'il est. Regardez ça. C'est léger, ce n'est pas des gens méchants. C'est des gens qui font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas d'autre capacité que de faire ça sur l'instant. Par contre, vous, quand vous commencez à vous regarder vous-même intimement, à vous accepter profondément comme vous êtes, vous allez accepter l'autre comme il est. Et là, à ce moment-là, la relation devient facile avec l'autre. Elle sera facile avec le policier qui vous arrête, elle sera facile avec celui qui vous engueule, elle sera facile avec celui qui vous comprend, elle sera facile avec celui qui ne vous comprend pas. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus rien demander. Vous ne demandez pas aux gens de vous accepter, non, c'est à vous de les accepter. Vous ne demandez pas à l'environnement de comprendre, c'est à vous de comprendre ceux qui ne vous comprennent pas. Vous ne demandez pas à ceux qui ne vous respectent pas de vous respecter, non, c'est à vous de respecter ceux qui ne vous respectent pas. Vous ne demandez pas à ceux qui ne vous aiment pas de vous aimer, non, c'est à vous d'aimer ceux qui ne vous aiment pas. Vous avez les choses à l'envers généralement. On voudrait être respecté, on voudrait être écouté, on voudrait être compris, non, c'est à vous de le faire. Si vos parents sont gâteux, vous n'allez pas leur demander de vous comprendre, ils ne peuvent pas vous comprendre. S'ils sont bêtes, ils ne peuvent pas, c'est à vous de les comprendre. C'est à vous de demander rien à l'environnement. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez voir combien la vie est facile. Et si vous voulez que le voisin vous comprenne, que la police vous accepte, que vos parents vous écoutent, que l'environnement vous... Alors vous serez constamment en conflit, constamment malheureusement. En un seul instant, rendez-vous compte, c'est à vous de faire ça. Et ce n'est même pas à vous de le faire, parce que c'est ce que vous êtes. L'écoute, l'acceptation, le respect et l'amour, c'est ce que vous êtes essentiellement. Vous n'avez même pas à le faire. Et quand je demande à l'autre, ce que je ne fais pas moi-même, quand je demande à l'autre de m'aimer, je me sens mal aimé. Je demande à l'autre de me respecter, je ne me sens pas respecté. Si je demande à l'autre de me comprendre, je me sens incompris. Voilà. Aimez celui qui ne vous aime pas, vous sentez l'amour. Respectez celui qui ne vous respecte pas, vous sentez le respect. Comprenez celui qui ne vous comprend pas, vous vivez la compréhension. Et on passe toujours notre temps à demander à la société, à celui qui devrait me comprendre, mes parents devraient me comprendre, personne ne me comprend, c'est à moi de le faire. Si vous ne demandez plus jamais à personne de vous comprendre, plus jamais à personne de vous écouter, plus jamais à personne de vous respecter, plus jamais à personne de vous accepter, vous allez trouver cette autonomie absolue, la vie sera vraiment facile. Et la moindre demande, on devrait me comprendre, on devrait m'accepter, on devrait m'écouter, le conflit est permanent. Vous allez faire comme ces maudits Français qui sont toujours dans la rue en train de protester. Ils votent pour un gouvernement, puis ils ne sont pas contents, le gouvernement tient, d'ailleurs dans le programme, ils vont voter pour l'opposition, ils ne seront pas contents, ils vont protester dans la rue.
Il n'y a rien à demander. Demandez rien à personne. Vous allez voir combien la vie est facile. Ça, c'est l'essence de la tradition tantrique. Merci. J'ai une dernière petite question. En fait, j'ai réalisé il y a 2 ans, en fait, que j'ai eu un diagnostic d'autisme Asperger. Et puis, je me demande à quel point c'est pertinent de considérer ça, parce que je ne veux pas m'identifier à quoi que ce soit, mais je ne sais pas quoi faire de cette information-là. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais quand même considérer ou pas du tout? Donc, ça veut dire que vous êtes plus intelligent que la plupart des gens et plus rapide. Voilà, c'est tout. Et peut-être plus difficile à vivre pour votre environnement, parce que s'ils n'ont pas cette ils vont être un peu traumatisés, mais ce n'est pas grave. Profitez-en. Voilà. Tout va bien. OK. Ben, merci, puis je vous invite à revenir au Québec si vous en avez envie. J'irai vous voir. Merci. Merci. Bye-bye. Là, il reste 2 minutes, peut-être une dernière question. Bonsoir Eric. Est-ce que vous pourrez parler un peu sur la prière et surtout la prière pour quelqu'un d'autre? Par exemple, quand quelqu'un est en souffrance, il y a certaines traditions qui font la prière pour les autres. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire sur ça? Vous savez, la vraie prière, c'est de remercier. La vraie prière, c'est de remercier ce qui est là. Par contre, si vous avez un ami qui est dans la difficulté, que vous ayez un moment d'intimité avec lui, ça me paraît une forme de résonance naturelle. Donc, vous asseyez, vous évoquez le corps de cet ami. Tactilement, c'est un peu le ressenti que vous en avez, un peu son odeur, son goût, son son de sa voix, etc. Donc, je pense que vous avez une espèce de sensation de cette personne et je dirais, vous amenez cette personne dans votre non-demande, dans votre écoute profonde. Ça me paraît la seule prière, mais prier pour que quelqu'un guérisse ou pour que quelqu'un... moi, je ne sais pas ce qui est juste. Je ne sais pas quand quelqu'un va vivre ou mourir. Moi, je ne prie jamais pour que quelqu'un vive. Je ne sais pas. J'ai des amis proches qui sont morts. Je ne sais pas s'ils devaient vivre plus tôt. Moi, je n'ai pas de notion. Moi, je pense qu'on meurt au bon moment. Moi, je n'ai jamais prié pour la vie de quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Moi, je prie pour que ce qui arrive, arrive. Et je suis toujours exaucé. Mais par contre, il peut m'arriver d'avoir une résonance, de savoir qu'un ami a une période difficile, que ce soit corporellement une maladie ou psychiquement, et dans ce cas-là, il m'arrive, quand je suis tranquille, d'être visité, on va dire, par cet ami tactilement, sensuellement, je peux presque dire. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'échange tactile. C'est un peu comme cet ami était devant moi, des fois même parce que sentir, quand j'ai une main sur ta poitrine, une main sur tes omoplates, une main sur ton ventre, une main sur la région lombaire, des fois il y a une espèce entre les deux mains, il y a une radiation qui va se faire. On a l'impression un peu comme vous déconstruisez cet ami sur cet implant, et après il y a de reconstruction qui se fait organiquement. C'est pas une prière, c'est un moment d'intimité, c'est très sensuel. Donc on peut avoir ça, on peut le faire sans les mains bien sûr aussi, c'est la même chose, on le fait directement avec le cœur. Donc d'évoquer la personne qui souffre, je dirais sensuellement, tactilement, vous respirez avec elle, vous vibrez avec elle, et vous l'emmenez dans votre tranquillité, vous l'emmenez dans votre résonance. Ça me paraît tout à fait naturel, fonctionnel, ça se fait même pas, ça se gère naturellement. Mais la prière pour que quelque chose réussisse, la prière d'un Russe pour gagner la guerre, la prière d'un Ukrainien pour gagner la guerre, pour moi, c'est pas des... Je respecte ceux qui le font, mais moi, je n'ai pas de résonance. Moi, je prie pour que ce qui arrive, arrive, et pour que ce qui ne doit pas arriver, n'arrive pas. Et là, je trouve une espèce d'intimité. Mais dans cette intimité, il peut y avoir des fois une intimité, je dirais, plus spécifique avec quelqu'un qu'on
connaît, une forme de résonance. Mais ce n'est pas de changer quelque chose, c'est pas de faire, mais c'est plutôt une intimité vraiment tactile, sensuelle. On sent la personne et il y a cette tranquillité en vous, et un peu comme vous l'effondrez dans votre tranquillité. Après, ça peut se faire d'absorber la personne, ça peut se trouver la personne, ça. Mais ce n'est pas une décision, c'est plutôt c'est un jeu tactile, c'est un peu comme quand vous faites l'amour, vous n'avez pas décidé, je fais ça, ça ou ça. Le mouvement qui nous vient naturellement, là, c'est un peu pareil. Il y a cette intimité tactile qui fait que des fois, il y a une absorption de l'ami, des fois, il y a plutôt qu'on couvre l'ami, des fois qu'on... voilà, il y a des... Ça, c'est des modalités qui vont se faire vraiment naturellement, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, pas quelque chose qu'on peut même expliquer. Donc, c'est plutôt cette présence, cette intimité tactile qui, pour moi, serait une prière, mais pas une prière pour un but, mais simplement parce que on est séparé de rien. Donc, quand on a une intimité avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a arrêté de prétendre une barrière, on a une intimité avec tout le monde, et on l'accepte avec certaines personnes parce qu'on a des barrières envers les autres. En vérité, s'il n'y a pas de barrière, on est intime avec tout le monde. Mais voilà, donc vous n'avez pas de barrière avec telle personne, donc vous êtes intime avec la personne. Asseyez-vous avec, ça peut faire ça allonger, vous allongez avec, et quand la personne est devant vous, et vous respirez avec, vous vivez avec, vous mourrez avec. Pour nous, une prière serait dans ce sens-là. Maître Eckhart se moque de ceux qui remercient Dieu quand la santé de leur famille revient et qui demandent à Dieu la santé quand leur famille tombe malade. Pour lui, c'est une forme de caricature indigne d'un vrai chrétien. Merci. Bonsoir. Est-ce que j'ai le temps de poser une dernière question ou on est trop tard? Je ne suis pas responsable de la réponse. C'est comme vous le souhaitez, Eric. On peut prendre cette dernière question si vous le souhaitez, mais après, on s'arrêtera là. Bien sûr. Bonsoir Eric, merci de m'écouter. On s'est parlé dans le dernier satsang, je vous avais posé une question sur des choses que je vivais avec des sensations, rêves, présence d'entités maléfiques, je ne sais pas quoi. Et vous m'avez parlé de la peur, et sur le moment, je n'ai pas du tout aimé votre réponse. Et puis, effectivement, quand j'ai regardé l'enregistrement, ça a été très pertinent pour moi, et je vous en remercie. Et en regardant une autre de vos vidéos, justement, vous expliquez ce que vous avez partagé encore sur l'écoute, rester à la présence de ça. Donc, je m'y suis attelé et j'en ai observé effectivement des bénéfices. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer de rester avec cette peur-là et de l'inviter, ou quand je la sens, de la laisser venir comme ça. Donc, je fais ça et je trouve une paix formidable, notamment de rester à l'écoute, puisque j'ai la chance de vivre dans la campagne, près des animaux et de la nature et des bruits des feuilles dans les arbres. J'ai l'impression d'entendre, de commencer à entendre vraiment ce qui est là. Donc, merci. La chose est que ce qui se produit maintenant, c'est que ça se produit dans les rêves. Je ne sais pas si c'est une manifestation de mon inconscient, je ne sais pas, ou de ce que j'ai, une entité, je ne sais rien. Donc dans les rêves, je vais avoir un démon qui va m'attaquer, ou bien dans le mois dernier, j'ai rêvé 3 à 4 fois de m'être fait assassiner. Et toujours de la même façon, il y a un homme qui arrive dans mon dos, je le connais, où il se passe une situation et il plante un couteau qui est courbé, toujours c'est comme ça, dans la zone du foie, entre les côtes, là, et je ressens la sensation vraiment vive, et clac, il fait ça, et au moment où je vais mourir, j'ai la chance de me réveiller. Est-ce que je peux... Voilà, je vous partage ça, si vous avez un conseil. Est-ce que je continue juste à rester dans la sensation, à laisser se dérouler? Peut-être c'est le subconscient qui
qui déverse ses peurs et ses anciennes habitudes? Je ne sais pas. L'état de rêve, c'est un état de veille. Donc, du fait qu'à l'état de rêve, vous avez ces situations qui reviennent, veut dire qu'il y a encore en vous ces zones de peur et c'est pas grave. Au contraire, ça va vous donner encore plus de stimulation à l'état de veille, de vous donner à des moments de laisser vivre cette peur. C'est que comme ça que cette peur, va devenir inutile. Et au contraire, tant que cette peur ressort à l'état de rêve, ça veut dire qu'elle est encore là. Donc, c'est un cadeau de la vie pour vous dire attention. Ne croyez pas que si dans l'état de veille, il n'y a plus de peur, vous êtes sans peur. Par contre, si un jour, vous aurez sûrement un rêve, et dans le rêve, vous voyez quelqu'un avec un couteau, vous n'allez plus avoir peur du tout. Alors là, ça veut dire que dans l'état de veille, vous n'aurez plus peur, parce que le rêve est plus près de la réalité que l'état de veille. Donc, c'est simplement une indication de, je dirais, continuer votre approche, explorer, vous n'avez pas peur, vous sentez la peur. La peur, elle est dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine, elle est chaude, elle est froide, elle est astringente, elle est humide, elle est lourde, elle est en expansion, elle est en contraction, elle est sèche, elle est claire, elle est obscure, c'est une sensation. Et de plus en plus intime, avec cette sensation, un peu comme vous devez faire un roman, demain, vous devez faire un roman, un personnage qui a peur, et vous devez décrire ce que ressent le personnage. Vous êtes vraiment froid psychologiquement, c'est-à-dire vous n'avez pas peur, vous sentez la peur, prenez note comment cette personne vit la peur, et plus vous allez vous laisser faire, alors cette peur va progressivement, de plus en plus grande, s'étaler, et une tension qui s'ouvre, une tension. Et vous verrez, tôt ou tard, vous allez avoir ces mêmes rêves, et il ne va rien se passer en rêve, et quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte qu'avant, vous avez eu peur, et cette fois, dans le rêve, il ne s'est rien passé. Dans le rêve, vous donne l'indication que vous pouvez continuer à faire ce travail. Donc, tout va bien, mais continuez cette exploration. Elle porte ses fruits déjà à l'état de veille, et elle les portera tôt ou tard à l'état de rêve aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Voilà, merci beaucoup Eric. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous, merci Philippe pour toute l'organisation. Merci Philippe. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Eric. Merci. Merci.